tous d'être réunis ici ce soir. Et surtout, merci beaucoup à vous et Frédéric Beigbeder. Merci de venir nous parler de votre dernier, j'allais dire roman, parce qu'on peut appeler ça un roman. Ah oui, ça c'est compliqué, oui. C'est compliqué, dites-moi pourquoi c'est compliqué. Vous savez, j'ai ce problème depuis toujours, parce que dès le début, tous mes romans ont été considérés comme pas des romans. Et je me souviens d'un article de Bernard Pivot sur 99 francs où déjà il disait non mais il y a écrit roman mais ce n'est pas un roman. Même chose à propos de Windows on the World. Et j'ai toujours eu ce problème. Est-ce que L'amour dure 3 ans c'est un roman ou pas un roman? J'en sais rien. Il se trouve qu'en France on met roman sur la couverture des livres et que tous les auteurs essaient de faire autre chose. Bon, alors, vous avez fait quand même preuve d'imagination pour écrire ce livre, oui, quand vrai. même, malgré oui. tout. Oui, c'est vrai. L'imaginaire est un jeu, et on peut appeler ça vraiment un roman. Mais en même temps, ce qui est intéressant, à mon avis, on va aller direct au but, c'est aussi souvent la forme. Pourquoi cette forme-là? Vous voulez dire la forme qui consiste à passer, par exemple, de la troisième à la première personne, alternée, par exemple. Oui. Parce que je crois que si on écrit sur des événements passés, si on ne met pas la première personne, on risque de faire quelque chose de lointain, un roman historique, si vous voulez, en costume d'époque. Et moi, j'avais envie d'accompagner le lecteur, peut-être de me présenter, moi, regardant ces gens-là, moi, en 2014, regardant ces gens-là 70 ans plus tôt. Il doit y avoir une envie de subjectivité et non d'objectivité. C'est ça qui explique ma petite présence dans ce livre. Et bon, j'ai vu qu'on reprochait à Carrère d'employer la première personne du singulier. Je trouve ça complètement un reproche totalement absurde. C'est évident que pour lui aussi, raconter une histoire qui se passe 2000 ans en arrière, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de raconter son regard à lui sur 2000 ans en arrière. Et c'est exactement le même projet ici. En gros, moi, je m'en fous un peu du roman historique. Je n'aime pas ça. Max Gallo, c'est pas mon truc. En revanche, si c'est quelqu'un d'aujourd'hui qui regarde tout ça avec un air ébahi, une tête un peu abrutie, et voilà, ça m'intéresse plus, je serais plus touché. C'est ce que parfois on appelle, je ne sais plus comment, on dit d'où on parle, voilà, d'où parles-tu? Bien, c'est la raison pour laquelle ça commence en 2007, avant de remonter en arrière dans le temps. Oui, vous remontez à l'étang, mais j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, que depuis longtemps vous tourniez autour de ces sujets, parce que dans d'autres livres, dans d'autres occasions, vous parliez toujours des Salinger et d'Euna, surtout des Salinger. Oui, oui, bien sûr. Depuis que j'ai lu L'Attrape-Cœur, j'ai une vénération pour le personnage de Holden Caulfield et l'auteur. J'ai eu à 14 ans une sorte de révélation avec cette histoire de garçon qui se plaint toute la journée, qui critique tout, qui est enragé, qui ne veut pas rentrer chez lui. Et comme j'étais moi-même un garçon très bien élevé, très obéissant, je me suis défoulé en lisant L'Attrape-Cœur. J'ai eu l'impression que la liberté existait. Donc j'étais très curieux d'abord des livres de Salinger. Ce sont des livres très particuliers, qui donnent un ton à son époque et où il fait très bien parler les enfants, les adolescents. J'ajoute que c'est pas mal parce qu'ils sont courts, donc c'est bien, on peut tout lire en un week-end, y compris Franny and Zoe et le dernier. Dressé au la poutre, maîtresse, charpentier, suivi de Seymour, une introduction qui est sous-estimée, alors que c'est un très très grand livre, vraiment un très beau livre, sur les dégâts du suicide dans une famille. Et donc, on peut tout lire en peu de temps, c'est merveilleux. Et donc, d'abord, ce sont les livres de Salinger qui comptent. Ensuite, sa vie est fascinante, et ça, je l'ignorais, je l'ai appris plus tard. Vous parlez de la famille, mais la filiation des deux personnages principaux compte beaucoup aussi dans leur propre histoire et aussi, surtout, dans l'écriture de Salinger. Bien sûr, oui. Oui, c'est une rencontre avec une jeune fille que Truman Capote qualifie de parfaite, et en fait, elle ne l'est pas.
C'est une fille traumatisée par son enfance, abandonnée par son père. C'est une fille sans doute déprimée, dont les 2 frères se sont suicidés. Et c'est la fille d'un très grand écrivain, l'écrivain le plus célèbre de l'époque, avec Hemingway. Et ce qui est fascinant dans la vie de Salinger, c'est qu'à 20 ans, il hésite entre les deux, et il va rencontrer les deux. Et Eugène O'Neill, c'est un des hommes les plus reclus, les plus mystérieux. Il écrivait dans une cabane au fond de son jardin, près de San Francisco, alors que Hemingway, c'était l'auteur le plus photographié, presque du XXe siècle. Et donc, c'est sûr que Salinger est attiré par Una, à la fois parce qu'elle est très sexy, mais aussi parce que c'est une fille d'eux. Et donc, il y a de bonnes et de mauvaises raisons à cette attirance. Oui, mais en même temps, on apprend ça à la lecture du livre. Il y a quelque chose dont vous parlez à un moment donné, ça m'a frappé. Et vous parlez des Clint Eastwood, sur la route de Madison. Et je me suis dit, vous décrivez Una un peu comme Clint Eastwood a filmé Meryl Streep avec beaucoup d'amour. Oui, puis il y a un point commun, c'est pour ça que je citais ce film. Le film est bien, le roman est pas bien, mais sur la route de Madison, pose cette question des amours parallèles, des vies parallèles. Je rappelle que ça commence par des enfants qui, à la mort de leur mère, trouvent un journal intime et en lisant le journal intime, découvrent qu'elle avait eu une histoire d'amour très brève qu'elle n'a jamais oubliée. Donc c'est vrai qu'il y a ce point commun, c'est l'idée qu'Una, peut-être dans la vie de Salinger, est l'équivalent. C'est une histoire dont il ne s'est pas remis. Et je pense enfin, je ne sais pas si on a tous une histoire comme ça, mais c'est une question très belle. Une question très très belle. Surtout au moment de se marier. On se demande, mais est-ce que j'aurais pas dû être avec l'autre, celle d'à côté? Et qu'est-ce qui se serait passé si, etc. Fallait-il ouvrir la porte ou pas? Oui, et puis est-ce qu'au coin de la rue, je ne vais pas rencontrer quelqu'un d'autre? Rater quelqu'un? L'idée des vies parallèles, moi, me semble très romanesque. Je trouve que c'est sans doute faux d'ailleurs. Sans doute que Salinger a été très heureux et que Una était extrêmement heureuse avec Chaplin. Mais en même temps, ça m'intéresse moins. Donc, j'ai convaincu une bande de fous de m'accompagner. Chers clients, bonjour. Madame. Profitez de notre offre de location avec option d'achat sur notre produit Apple. Les conditions de cette offre fondées le premier étage de notre magasin. Merci. Le livre n'a pas Apple, mais il y a YouTube à un moment donné Oui. aussi. Oui, non, mais j'ai déjà écrit sur la publicité, donc les gens savent ce que je pense de ce type d'annonce.